Aujourd'hui, je réagis à un article qu'on m'a fait passer. Un article qui cite une étude de la CPME disant que 47% des patrons de très petites entreprises gagnaient moins de 1 500 euros par mois. Il semblerait que si vous créez une entreprise, vous êtes condamné à rester pauvre. Est-ce que c'est vrai ? Évidemment que non. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette statistique, elle est sûrement vraie, très probablement, mais elle n'explique pas un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte quand vous créez une entreprise. Les 1 500 euros par mois, c'est quelque chose qui n'est pas forcément comparable à un salaire de 1 500 euros net d'un salarié. Un entrepreneur qui gagne 1 500 euros par mois, il ne va pas forcément avoir les mêmes dépenses qu'un salarié. Et certaines des dépenses que les salariés auront faites avec leur argent personnel, pour l'entrepreneur, ça va être pris en compte dans le calcul de ses charges. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, quand tu es salarié, tu payes ta mutuelle, sauf si ton entreprise te la paye, mais dans tous les cas, tu vas payer une participation à ta mutuelle. Et si tu veux une retraite complémentaire, par exemple, tu la payes. Souvent, c'est ce qu'on appelle la loi Madelin, souvent les chefs d'entreprise, quand ils cotisent à ce genre de choses, c'est des choses qui sont déduites de leur charge et donc qui sont nettes. Donc déjà, cette statistique-là, il faudrait être capable, ce que ni l'INSEE ni personne n'est capable de faire, il faudrait être capable de comparer à équivalent de revenus, quel est l'équivalent de niveau de vie entre un salarié et un chef d'entreprise. Ceci étant dit, par exemple, il y a d'autres choses qui peuvent être prises en compte. C'est que parfois, de l'investissement immobilier va être fait avec l'entreprise. Et donc cet investissement immobilier-là, il ne va pas rentrer en rémunération, mais ça va être du capital que le chef d'entreprise va économiser, qu'il va pouvoir revendre plus tard pour, entre guillemets, se faire une retraite. Voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas pris. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent dans certaines activités. Par exemple, un grand nombre de restaurants ou bars ou autres petits commerces incluent pas dans leur rémunération l'amortissement des locaux, et pourtant ils revendront les locaux plus tard. Il y a aussi tout ce qui est agricole, où c'est très vrai, où un certain nombre d'investissements sont faits sur le compte de l'entreprise et après rapporteront plus tard des loyers et qui ne sont pas pris en compte. Donc, voilà. Faites attention quand vous lisez ce genre de chiffres. Moi, à titre personnel, je gagne plus que ça, je ne vous le cache pas. Je gagne plus de 1 500 euros par mois. Et en fait, je ne prélève que ce dont j'ai besoin de mes activités. C'est-à-dire, j'ai plusieurs activités différentes. J'ai une activité qui sert à générer du cash pour vivre. Voilà, mon activité de chef de projet. Et donc, cette activité-là, elle me fait gagner ce que j'ai envie qu'elle me fasse gagner, entre guillemets. Donc, voilà, je gagne un peu plus, selon les années, entre 2 et 3 000 euros par mois, selon ce dont j'ai besoin, selon tout un tas de choses. Et c'est cet argent qui me sert à vivre. Ça ne veut pas dire que c'est mon seul revenu, mais c'est mon seul revenu qui est comptabilisé dans les revenus de ma déclaration de revenus. La plupart des autres activités que j'ai, ça va être des activités qui vont générer du chiffre d'affaires dans des entreprises et qui vont rester dans ces entreprises tout simplement parce que je décide de ne pas me payer. Donc, ce serait un petit peu malvenu de ma part d'aller chouiner auprès de la CPME en disant « Oh là là, je gagne que ça », alors que c'est moi qui décide de ne gagner que ça. Vous comprenez bien. Selon les cas de figure, il peut y avoir des gens pour qui le salaire de 1 500 euros est suffisant, ils ne veulent pas gagner plus, voilà, par exemple pour ne pas payer trop d'impôts. Ou alors, il y a aussi tout un tas de cas où les gens ont plusieurs activités en parallèle. Une activité leur apporte que ces 1 500 euros, mais ils vont avoir d'autres sources de revenus ailleurs qui vont leur permettre d'équilibrer leur budget. Et ça ne se retranscrit pas ni dans les stats de l'INSEE, ni dans ces fameux 47% de la CPME que la CPME utilise sûrement pour demander des aides à l'État ou quelque chose comme ça. Il faut bien avoir en tête aussi que beaucoup de chefs d'entreprise sont des gens qui ont plusieurs activités. Donc, il peut y avoir des chefs d'entreprise, souvent vrais pour les toutes petites entreprises et pour les entreprises individuelles, qui sont aussi salariés par ailleurs. Donc, ces gens-là sont aussi dans les stats, alors que bon, c'est pas forcément des gens, voilà, quand vous montez une entreprise le week-end pour faire une petite activité annexe à votre boulot ou que vous êtes à un boulot à temps partiel ou à 80%, ça peut être largement suffisant de toucher 1 000 ou 1 500 euros par mois
selon votre cas de figure. Ça, c'est à vous de voir, entre guillemets. Et enfin, il y a un autre phénomène qui n'est pas forcément pris en compte dans ce genre d'études, c'est la part de chefs d'entreprise qui font cette activité-là pour ne pas s'ennuyer, mais qui n'en ont pas besoin parce que leur conjoint rapporte suffisamment. Et moi, j'ai connu énormément de gens des deux sexes. Il faut avouer que c'est plus souvent des femmes, mais des deux sexes, qui, en fait, sont des gens qui se sont retrouvés à changer de région, changer de secteur d'activité, etc., à la suite d'un déménagement pour suivre leur conjoint, et donc qui se créent une entreprise pour avoir quelque chose à faire, pour gagner un peu d'argent, mais qui sert, entre guillemets, à leur fournir leur argent de poche. Et voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Il faut bien comprendre que dans la sociologie des chefs d'entreprise, il y a toutes sortes de gens qui ne sont pas forcément intéressés par cet emploi à plein temps. Donc j'ai cherché de mon côté s'il y avait une stat disant combien de chefs d'entreprise qui gagnent moins de X subissent cette situation ou pas. Et en l'occurrence, je n'ai pas trouvé. Ça ne veut pas dire que cette stat n'existe pas, mais ça veut dire que personne ne communique dessus. Ce qui peut être un indicateur très pertinent selon moi, c'est plutôt les faillites d'entreprise ou les cessations d'activité. Et ça, effectivement, on remarque qu'il y a beaucoup de cessations d'activité en ce moment, qu'il y a une nette augmentation des cessations d'activité et que ces cessations représentent, alors statistiquement, ça ne veut pas dire que c'est forcément cela, mais représentent grosso modo la quantité d'entreprises qui ont été créées dans les années 2020-2021 et qui sont en train de se fermer aujourd'hui. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment représentatif de quelque chose ? Je ne sais pas, c'est très difficile à dire. Je pense qu'en ce moment, il y a vraiment un effet de crise économique, de rattrapage des crises économiques qui ont été un petit peu mis sous le tapis au moment du Covid avec la stratégie Les Tapera. Donc il y a des gens qui ont survécu à ce moment-là alors que leur activité n'était pas forcément viable et qui aujourd'hui sont à être en situation difficile. Il y a aussi des gens qui ont créé des activités à ce moment-là et qui se retrouvent aujourd'hui en situation difficile. Et puis, faut bien dire ce qui est, la situation économique internationale n'est pas encore complètement rétablie et je ne sais pas d'ailleurs si elle le sera un jour, ça j'en sais rien, je ne lis pas dans les boules de cristal. Par exemple, moi je vais vous dire une autre stat, c'est que il y a beaucoup moins de faillites d'entreprises sur les entreprises qui sont accompagnées, qui font des formations, que sur celles qui n'en font pas. C'est statistiquement vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il suffit de m'acheter une formation pour que vous réussissiez. C'est absolument faux. Si votre projet ne tient pas la route, il ne tient pas la route. Voilà. C'est peut-être justement qu'il y a plus de filtres au moment des formations et peut-être que les gens se rendent plus compte que quand ils font une formation, que leur entreprise n'est pas viable, donc ils ne la montent pas. Et du coup, il y a peut-être un biais aussi, c'est qu'il y a peut-être quelques entreprises dans le tas qui ont fait une formation où on leur a dit que leur projet n'était pas viable, qu'ils ne l'ont pas fait, et pourtant, peut-être que ce projet aurait été viable quand même, parce qu'aucun formateur n'a la science infuse et aucun formateur ne peut vous dire avec certitude « Non, ça, tu n'as pas de marché pour ça », surtout quand vous êtes sur des choses un peu atypiques, que ce soit parce que les choses sont innovantes, ou que ce soit parce que vous avez une manière de faire les choses, une image de marque, etc., qui sera différente. Je vais quand même vous dire quelque chose, c'est que ce qui est intéressant dans cette stat, c'est de se rendre compte qu'effectivement, il existe des chefs d'entreprise, et ça existe beaucoup, qui ne vivent pas bien de leur activité. 47%, c'est sûrement un chiffre qui n'a aucun sens, mais le fait qu'il y ait un nombre important de chefs d'entreprise qui ne vivent pas de leur activité, c'est vrai, qui ne vivent pas bien de leur activité, qui survivent de leur activité. La question à se poser, si toi, tu as un projet de création d'entreprise demain, c'est pas, quel est le pourcentage de gens qui en vivent, qui n'en vivent pas. C'est comment moi, je gère ce risque-là. Quelles sont les mesures que je vais mettre en place pour gérer ce risque-là ? Je vais vous dire ce que moi, j'ai fait. Moi, j'ai créé mes premières entreprises sans avoir l'assurance que ça va marcher. Et d'ailleurs, la toute première entreprise que j'ai créée, elle était basée sur un projet qui n'a pas abouti. Enfin, qui a abouti techniquement, mais sur lequel il n'y a pas eu un modèle économique viable, récurrent, qui nous a permis de faire l'entreprise qu'on voulait faire. Bon, c'était un échec entrepreneurial, voilà. Comment je m'en suis sorti quand même ? Parce que j'avais déjà prévu des plans de repli. J'avais déjà prévu d'autres activités qui étaient plus rentables que celles-là, que j'avais moins envie de faire, mais qui m'ont permis de maintenir cette entreprise à flot. Et à vrai dire, cette entreprise existe toujours aujourd'hui, 10 ans après. Donc ça, c'est une première chose à faire.
prévoir plusieurs cordes à son arc, c'est important justement pour ne pas se retrouver enfermé dans cette case de travailleur pauvre. Ensuite, il y a le fait de monter en compétence sur la gestion. Des fois, on ne gagne pas bien sa vie en tant que patron de TPE, PME parce qu'on n'est pas capable de gérer sa rentabilité de manière suffisamment fine. Évidemment, si vous êtes au courant du tarif que vous devez appliquer uniquement quand votre expert comptable, 6 mois après la clôture de votre entreprise, vous dit vous n'étiez pas rentable sur tel et tel secteur d'activité, c'est bien beau, mais dans ce cas-là, vous avez passé 1 an et demi à facturer pas assez cher. Donc ça, c'est des choses qu'il faut suivre régulièrement et souvent, c'est aussi des problématiques de gestion. Donc, n'hésitez pas à monter en compétence sur la gestion, n'hésitez pas à vous faire accompagner, mon mail est en description et n'hésitez pas éventuellement à suivre des formations sur le sujet. C'est très très important et c'est souvent un petit peu dévalorisé, un petit peu sous-évalué par les chefs d'entreprise, leurs besoins d'accompagnement dans le cadre de la gestion. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je vous donnerai. Bien gérer votre entreprise, bien suivre finement vos tarifs, votre rentabilité, etc. Parce qu'à la fin, c'est ce qui fait votre rémunération. 1 ou 2% de différence sur le prix d'une prestation, surtout quand on est dans des domaines où il y a des charges, genre le bâtiment, ce genre de choses. 1 ou 2% de différence, ça peut représenter 1000 ou 1500 euros de différence mensuelle pour le chef d'entreprise. Donc des fois, perdre un chantier parce que le client vous demande de baisser un petit peu et vous dites bon, je vais le faire quand même, des fois, il vaut mieux pas faire ce chantier et aller faire moins de chantiers plus rentables à côté que de s'enfermer dans un truc, passer beaucoup trop de temps dessus, se mettre en difficulté, se mettre au bord du burn-out alors qu'à la fin, vous ne gagnez pas d'argent, quoi. Donc il y a toutes ces problématiques-là qu'il faut gérer. Et enfin, il y a aussi la problématique de l'abandon de votre entreprise qu'il faut être capable de faire. Alors moi, il s'avère que j'ai jamais mis fin à une entreprise, encore. Peut-être que ça arrivera bientôt. Donc, j'ai jamais clôturé une entreprise encore. Mais il faut bien comprendre que dans la vie d'un chef d'entreprise, c'est normal de fermer son entreprise à un moment. Évidemment, il y a des entreprises qui vont tenir 100 ans, 150 ans, 200 ans. C'est très bien pour les gens qui les ont montées. C'est très bien surtout pour ceux qui les ont rachetés, parce qu'en général, ce n'est pas les fondateurs qui restent dedans. Mais la plupart des entreprises ont une durée de vie limitée. Et c'est pas grave. C'est pas grave si votre entreprise vous a rapporté pendant 10 ans et que la 11e année, elle ne vous rapporte plus. Peut-être qu'il faut y mettre fin. Et c'est peut-être pas grave. L'économie, ça change. Ça ne veut pas dire que vous êtes obsolète vous personnellement. Ça ne veut pas dire que c'est un échec de votre part. Et ça ne veut pas dire que vous avez plus de place dans l'économie. Mais ça veut dire que le modèle que vous avez construit, le machin que vous avez créé, que vous avez appelé une entreprise, peut-être que ce machin-là, dans son organisation, n'est pas adapté à la société telle qu'elle est. Donc peut-être qu'il faut la revendre à quelqu'un d'autre qui saura mieux faire fructifier votre portefeuille de clients, dans certains cas. Peut-être qu'il faut simplement déposer le bilan, prendre les bénéfices, solder le patrimoine et repartir sur autre chose. Ou peut-être qu'il faut fusionner avec une autre, enfin inventer un nouveau modèle. Peu importe. Mais des fois, il faut être capable de se dire, voilà, j'ai fait 10 ans, j'ai fait 15 ans avec cette entreprise, c'était une belle aventure. Finalement, ça m'a rapporté ce que je voulais ou pas, peu importe. Mais aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Il faut aussi, quand vous êtes créateur, prévoir tout ce que vous pouvez faire pour limiter ce risque-là, ce risque d'être travailleur pauvre, et justement faire en sorte que si jamais vous décidez au bout d'1 an ou 2 ans à clôturer cette entreprise, ça se fasse le plus possible sans douleur. Évidemment, là, ce que je vous dis, c'est un peu différent. Le cas où vous fermez une entreprise au bout de 10 ou 15 ans et qu'elle vous a rapporté pendant 10 ou 15 ans, c'est pas un échec. Par contre, oui, le cas où vous fermez l'entreprise au bout d'1 an, tout le monde va le ressentir comme un échec. Quand bien même ce ne soit pas votre faute, quand bien même ce soit quelque chose qui va vous apporter de la compétence, oui, vous allez le considérer comme un échec, oui. Même si moi, j'ai coutume de dire que ce n'est pas un échec, un projet qui s'arrête, c'est comme ça que tout le monde le ressent. Ok, je l'entends bien. Bon, mais prévoyez quand même, avant de créer votre entreprise, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous mesurez l'échec? C'est à partir de quel degré de non-atteinte de vos objectifs que vous décidez d'arrêter?
et quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour vous protéger. Profitez de toutes les aides qu'il peut y avoir qui vont vous apporter du revenu indépendant de votre activité. Donc là, je pense très fort à l'allocation à l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, qui est une allocation qui est maintenue pour les gens qui ont créé leur entreprise et qui ne font pas assez de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est évidemment très bien parce que ça vous permet de tester un projet pendant 1 an et de voir au bout d'1 an si vous arrivez à un niveau de rémunération qui vous satisfait ou pas sans avoir pris trop de risques parce que vous avez quand même un revenu assuré. Il y a tout ce qui est prêt d'honneur qui vous permet de ne pas trop investir de vos deniers personnels dans l'entreprise et plutôt de faire partager un petit peu à la collectivité le risque associé à votre entreprise, sachant que c'est des fonds spécifiques et qu'en fait ces fonds-là sont financés par les gens qui remboursent les prêts essentiellement. Et quand vous avez ça, pourquoi pas se lancer, voilà. Pourquoi pas se lancer tout en étant sûr que vous n'allez pas rester enfermé dans cette case de travailleur pauvre. Voilà. Être un petit peu, moi j'ai été dans cette case de travailleur pauvre entrepreneur. La problématique, c'est pas d'y être pendant 1 an ou 2. La problématique, c'est de ne pas être capable d'en sortir. Et si vous êtes coincé là-dedans, oui, c'est le bon moment pour arrêter. Si ce que je vous ai dit vous a un petit peu intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Il y a mon mail en description si vous voulez me contacter pour du boulot. Il y a un serveur Discord si vous voulez discuter de la chaîne avec les autres abonnés ou avec moi-même. Si l'entrepreneuriat vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée.